Jérusalemi, analyste de défense, notamment pour LCI et 24 News, qu'on retrouve également tous les lundis avec bonheur et plaisir sur Radio J. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque lundi. Alors tout d'abord, on apprend ce matin que des jeunes des collines ont attaqué une base de Tsahal. Cette nuit, ils auraient même incendié une installation de sécurité. Tout d'abord, quels dommages exactement ont-ils causé? Et puis surtout, ces jeunes des collines, c'est qui? Alors, ces jeunes des collines, ce sont une poignée, il faut tout de suite préciser, et c'est extrêmement important qu'il s'agit d'une infime minorité de personnes un peu déjantées, qui n'ont rien à voir avec l'immense majorité des gens des implantations, qui sont des gens pacifiques, qui vivent plus ou moins en paix avec leurs voisins palestiniens et qui se comptent au nombre de 450 000 aujourd'hui. Et sur ces 450 000, vous avez quelques dizaines de frappés, il n'y a pas d'autre mot, très violents. Beaucoup sont même très jeunes, hein. On a des 14-15 ans là-dedans, qui ont décidé de s'en prendre à Tsahal et d'accuser Tsahal d'être des traîtres à la cause, parce que plusieurs fois, ils ont empêché ces jeunes gens d'aller brûler des voitures ou des commerces palestiniens. Alors, jusqu'à présent, il y avait une sorte de laxisme, mais on pouvait aussi dire de laxisme de la part de la police, du gouvernement israélien par rapport à ce phénomène, bien qu'il soit traité par le Shin Bet comme terrorisme juif. Mais jusqu'à présent, ce entre guillemets terrorisme juif, à part 2 incidents très graves par le passé, ne faisait pas de victimes de mort. La différence entre le terrorisme juif et le terrorisme palestinien étant qu'on ne tue pas. Malheureusement, les récents incidents montrent qu'il y a eu des maisons qui ont été mises à feu avec des familles à l'intérieur, donc il y avait un danger. Et ce montée de cran d'hier et d'avant-hier, où on attaque des soldats de Tsahal, qui sont là pour les protéger, dont le travail jour après jour est de protéger les gens des implantations et de protéger ces mêmes jeunes gens qui les attaquent aujourd'hui. Le chef du bataillon qui a été attaqué dit que récemment, il ne peut pas faire son travail. Ils sont occupés à se prémunir des attaques de ces jeunes juifs des collines, au lieu de faire le travail de protection et de sécurité. Et la nuit dernière, il y a eu d'énormes dégâts de causés. D'abord sur des véhicules dont on a brisé les vitres, on a crevé tous les pneus des véhicules, et ils ont même incendié un endroit où il y a tout le matériel pour assurer la sécurité de la région, avec un dégât de plus de 3 millions de shekels. Et comme ce sont malgré tout des concitoyens, évidemment les soldats font attention pour se défendre par rapport à la façon dont ils traitent ces attaquants, mais ils sont bien obligés de se prémunir, car il y a des jets de pierre, il y a des lancements de projectiles incendiaires qui peuvent blesser ou tuer. Raphaël, Jérusalemi, on a également appris la mort d'un nouveau soldat de Tsahal hier dans la bande de Gaza, alors que visiblement les Israéliens qui vivent autour de la bande de Gaza peuvent rentrer chez eux. Le gouvernement israélien a donné son feu vert hier. Ça veut dire que c'est la fin de la guerre et bientôt le retour des otages? On voudrait bien, en tous les cas, le chef de l'état-major, Eyal Zamir, l'état-major de Tsahal, prétend qu'il a plus ou moins atteint l'objectif que le gouvernement lui avait fixé, et il demande maintenant au gouvernement qu'est-ce que la prochaine chose qu'il doit faire. Doit-il continuer son offensive pour avoir encore plus de contrôle de surface de la bande de Gaza, ou doit-il renforcer ses positions et rester sur place en attendant de voir ce qui va arriver avec les négociations pour la libération des otages. Donc nous attendons tous, en fin de compte, de voir comment les choses vont se dérouler. Il y a une possibilité de continuer encore quelques semaines les combats pour prendre un contrôle complet de la bande de Gaza. Malheureusement, nous ne sommes pas sûrs que les otages qui survivent encore aient ces quelques semaines dans la situation physique et mentale dans laquelle ils se trouvent. Donc il y a ici un dilemme. Il y a une sorte de piétinement. Nous avons partout au Proche-Orient marqué des points. Nous sommes en contrôle de l'équation stratégique dans toute la région.
c'est Tsahal qui décide, c'est Israël qui décide. Malheureusement, à Gaza, il y a une sorte d'enlisement, de piétinement, et ce soldat qui est mort hier, avec les 7 autres qui sont morts juste avant, ce sont des soldats dont on se demande si leur sacrifice n'est pas en vain, s'il ne serait pas préférable maintenant de effectivement renforcer nos positions et de stopper l'avancée de Tsahal, parce que véritablement on n'est pas sûr qu'on avait besoin de perdre ces jeunes gens à ce stade-là de l'offensive. Raphaël Jérusalemi, ce soldat, il est mort pour rien? Pour rien, non, mais on espère que non, car il était là pour défendre son pays, pour défendre les habitants du sud d'Israël, pour venger les atrocités commises par le Hamas. Et il avait une mission claire et précise, mais l'avenir nous dira s'il est mort pour rien. Je vais vous donner l'exemple de Bordure Protectrice. En 2014, 70 soldats, si vous voulez mon avis, sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien parce qu'on n'a pas terminé le boulot. Et donc, cette fois-ci, il faut terminer le boulot, c'est-à-dire, 1, libérer des otages, et je dis bien 1, libérer des otages, 2, démanteler la branche militaire du Hamas. La priorité, c'est les otages, et si nous faisons ce travail, si nous allons jusqu'au bout et non pas en nous arrêtant à mi-chemin, ces soldats ne seront pas morts pour rien. Aujourd'hui, si les combats s'arrêtaient à Gaza, est-ce qu'on se serait, comme vous venez de le dire, arrêté à mi-chemin ou pas? Alors, tout va dépendre, en fait, il y a une chose qu'on n'a pas essayé, et c'est la dernière chose à essayer, c'est de voir si le Hamas est sérieux lorsqu'il prétend que si on arrête les combats, il libérera les otages. Il faudrait accepter cette exigence du Hamas, rien que pour voir s'ils sont sérieux ou s'ils mentent. C'est la seule chose qu'on n'a pas essayé. C'est un prix exorbitant, c'est vrai, c'est quelque chose de très difficile à avaler. Si nous arrêtons les combats, et même avec un retrait des troupes de Tsahal et qu'on libère les otages, il faut le faire. Il faut absolument sauver les otages. C'est la responsabilité du gouvernement israélien, c'est la responsabilité de l'armée israélienne que de sauver ces citoyens israéliens. C'est leur responsabilité absolue. Dans les livres d'histoire, on ne pourra jamais parler de victoire, même si on a supprimé 50 000 membres du Hamas. Si nous n'avons pas libéré les otages, ça sera une défaite. Par contre, même si on n'arrive pas à démanteler le Hamas complètement, si on arrive à libérer les otages, nous serons dans les livres d'histoire et pour nous-mêmes victorieux. Raphaël Jérusalemi, il y a eu une réunion de sécurité hier soir justement sur ce qui se passe à Gaza, sur l'avenir à donner à ces combats dans la bande de Gaza, et rien n'a été décidé. Il y a une autre réunion de sécurité qui doit se tenir aujourd'hui. Pourquoi c'est si difficile de prendre une décision sur Gaza maintenant? C'est en fait un problème de politique interne israélienne. Il y a des avis différents. Il y a une coalition. Mais dans cette coalition, vous avez des avis différents et il est difficile de se mettre toujours d'accord. En fin de compte, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui prend la décision finale. Pour l'instant, il retarde un peu et c'est vrai qu'on a un problème du jour d'après. C'est le chef de l'état-major de Tsahal et Al-Zamir ces jours-ci. Il a dit, voilà, moi j'ai fait mon boulot militairement. Que fait-on maintenant sur le plan politique? Il y a ici effectivement un problème. Dans le livre que je viens de publier, Tribune de guerre, on analyse les possibilités qui se présentent à nous pour ce qu'on appelle le jour d'après, c'est-à-dire après les combats, que fait-on de Gaza, que fait-on du Hamas, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous. Alors justement, est-ce qu'il faut, entre guillemets, que Tsahal investisse totalement la bande de Gaza et contrôle finalement ce territoire, puisque quand le territoire a été laissé aux Palestiniens, c'est le Hamas qui l'a dirigé? Alors ça c'est aussi un problème plus aux politiques, parce que Tsahal peut le faire. Après tout, le contrôle sécuritaire, si on prend l'exemple de la Judée-Samarie, c'est la majorité de la sécurité qui règne en Judée-Samarie, c'est Tsahal qui s'en occupe, même s'il y a une autonomie palestinienne et soi-disant des forces de sécurité palestiniennes, c'est quand même Tsahal qui fait le boulot. Alors revenir, ça serait une sorte d'occupation militaire à nouveau de la bande de Gaza, dont nous ne voulons pas.
C'est très très dangereux pour nos soldats. Vous voyez donc on en perd récemment. C'est une opération qui est extrêmement dangereuse, extrêmement coûteuse pour l'économie israélienne. Ce n'est pas une bonne solution. La bonne solution, c'est de trouver quelqu'un ou une formule que la bande de Gaza soit sous un contrôle non pas israélien, mais international, arabe, égyptien, et j'en passe. Et tous, nous, on doit fermer la porte et jeter la clé le plus vite possible et sortir de cet endroit sordide qu'est aujourd'hui la bande de Gaza. C'est un bourbier ? Ça peut devenir un bourbier. C'est pas un bourbier, c'est un combat extrêmement difficile. On sait par l'histoire militaire du monde que toutes les armées régulières se heurtent à la guérilla urbaine et surtout quand c'est une casbah, c'est très très difficile. C'est très difficile d'avancer. C'est extrêmement dangereux parce que l'ennemi est terré. Il est préparé, il a préparé des pièges et nous avons battu le record du minimum de pertes et du minimum de dommages collatéraux dans une guerre aussi difficile, aussi prolongée. Mais vous voyez, nous allons atteindre bientôt presque 2 ans de combat dans cet endroit extrêmement compliqué et les résultats ne sont pas ceux qu'on aurait pu escompter. Dernière question, Raphaël Jérusalemi. Vous venez d'évoquer le record minimum de pertes concernant des combats qu'on appelait ou qu'on peut peut-être encore appeler asymétriques, c'est-à-dire entre une armée et des groupes terroristes. Quel regard vous portez sur les accusations qui sont portées contre Israël de pays pourtant amis au départ, comme la France? On a eu encore ces propos du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui critique la façon dont la guerre est menée à Gaza, qui critique aussi les distributions humanitaires à la population à Gaza. Quel regard vous portez là-dessus? Alors, pur antisémitisme et pure jalousie, parce qu'en fin de compte, ce qui les énerve, c'est que nous avons le dessus. Et que les Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, pour vous, ce qu'il a dit, c'est antisémite. Jean-Noël Barrot est un antisémite, je le dis haut et fort, il peut me faire un procès s'il veut. C'est absolument un antisémite, il n'avale que les bobards du Hamas et des ennemis d'Israël, il ne prend jamais en compte les informations que les Israéliens donnent et qui sont beaucoup plus fiables. Il a, dans son discours d'hier télévisé, déversé un venin qui est une incitation à la haine d'Israël et du peuple juif. Mais Jean-Noël Barrot n'est pas le seul à le dire. Ça veut dire que tous les dirigeants qui tiennent des propos comme Jean-Noël Barrot, ils sont tous antisémites? Absolument, inclus le président Macron. C'est de l'antisémitisme, c'est de la jalousie. Je ne sais pas quel est le motif psychiatrique, mental, derrière cette haine obsessive d'Israël, alors qu'il ne s'occupe d'aucune autre crise dans le monde. C'est que Israël qui compte. Il y a beaucoup de crises. Il ne faut rien en Afrique centrale, rien au Congo, mais c'est Israël. Rien que cette discrimination-là, cette ségrégation, ces 2 poids 2 mesures, c'est une preuve flagrante d'un racisme et il n'y a pas d'autre mot. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Ces propos vous appartiennent contre Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron. Effectivement, des propos très durs. Il faut le souligner, il y a d'autres pays européens, notamment l'Espagne, l'Irlande, dont les dirigeants tiennent également ce type de propos. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Je rappelle donc votre ouvrage co-signé avec Mohamed Sifawi, Tribune de guerre, qui est paru aux éditions David Reinhardt. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci.